Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce premier webinaire et nous sommes très heureux de voir la participation de ce jour. Je suis aujourd'hui avec ma collègue Leila Kamari, qui est la gestionnaire du fonds One Sustainable Fund Europe Dividende. C'est un fonds High Dividend, Low Debt et série. Elle va passer au travers de toute la stratégie et vous expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est une stratégie qui a été constituée, qui doit résister lors de fortes corrections de marché et qui doit apporter une réelle valeur ajoutée. Ceci a été démontré. Donc maintenant, nous avons une magnifique période qui nous permet d'avoir tous les cas de figure qu'on pouvait attendre. Et sur ce point-là, on est très heureux. Alors, nous allons vous partager l'écran du point. Si jamais vous avez des discussions, on va venir sur ces discussions en fin de présentation. On se permettra de les lister les unes après les autres. Alors, je vais laisser Leila nous partager l'écran. Vous ne la voyez pas en ce moment, mais je vous rassure, elle est bien là. Elle est bien là. Merci à la personne qui nous a tenu le propos qu'on ne voyait pas la gérante. Alors, le FIC Global Local, Impact Global, comment est-ce que nous l'avons considéré dans l'intégration de notre société? Ici, vous avez l'évolution de ce qui a conduit notre société à s'engager dans les investissements durables. Ça a commencé en 2007 par le soutien d'une fondation, One Nature Foundation. Si vous allez sur Internet, faites onenaturefoundation.org, vous pourrez découvrir les programmes qui sont actuellement actifs. Ce sont 3 personnes qui travaillent pour cette fondation. Et le but était de dire on ne lutte pas contre le développement économique, il faut l'intégrer à l'environnement et inversement. De cette réflexion d'alignement dans la démarche de durabilité, en 2010, nous avons cofondé avec plusieurs fonds de pension, des privés et collectivités publiques, One Création Coopérative. One Création Coopérative, on y viendra une fois, mais je profite juste d'un clin d'œil parce qu'elle est d'une part investie dans des sociétés cotées où on a commencé à entamer des dialogues, non pas comme nos amis d'Ethos, ça n'est pas le but, mais c'est un dialogue au niveau industriel, au niveau économique, d'avoir une vraie relation à ce niveau-là de compréhension et de développement. Nous investissons dans du private equity. Alors, tous les collègues que je vous présenterai après, excepté Leila, sont soit au conseil d'administration, soit dans un comité de surveillance, soit observateurs de ces sociétés. Là aussi, c'est une volonté de notre société d'être ancrée dans l'économie réelle, être ancrée dans les entreprises et de pouvoir remonter ces réflexions jusqu'à cet objectif de transition économique que nous vivons. En 2011, on a lancé un premier fonds pour le WWF International pour leur structure de l'époque que nous avons repris en 2014, le One Sustainable Fund Global Environment. 2016, c'est le fonds dont nous allons parler. Et Leila était arrivée avec cette idée en disant, voilà, on a une coopérative qui est complètement disruptive, on a un fonds qui va être en risque de marché, qui a un peu plus de volatilité. Il nous faut un placement pour les clients qui puissent diversifier avec les deux autres et créer un portefeuille complémentaire que lorsqu'on aura des fortes chutes de marché, ce portefeuille sera plus résistant. C'est la spécificité des fonds Europe Dividende et ce n'est pas nouveau, on le savait déjà, mais avec ce biais SRI. 2017, on a une collaboration avec une belle société industrielle, le groupe PX à la chaux de fonds, sur l'or éthique. En 2020, nous avons eu le plaisir de pouvoir co-créer avec la Banque cantonale vaudoise le BCV Tracker ANC Eco Circularity. Et là, je dois dire, nous sommes très fiers parce que la BCV est par corollaire, nous avons reçu lors des Swiss Derivative Awards 2021, le award du meilleur produit pour la protection du climat. C'est la démonstration, l'engagement de 2 établissements, vaudois en l'occurrence, mais actifs au niveau suisse, qui ont démontré leur volonté d'être des acteurs de l'économie locale et globale, de pouvoir intégrer ce que représente l'économie d'impact, l'économie de transition que nous avons en cours. Et ça, nous en sommes très contents. Et en 2021, nous avons aujourd'hui la capacité et nous sommes prêts à lancer un fonds, le One Sustainable Fund PX Impact Gold, qui est un fonds totalement engagés dans de l'or physique possédé et avec des implications tant sur des sociétés locales que de l'impact sur l'environnement, voire reconstitution d'environnement dégradé qu'il y a pu avoir. Donc, comme vous pouvez le voir au travers
de ce développement de ce que Keninko a fait, et je remercie au passage mes 15 collègues, et dont Leila qui fête cette année ses 10 ans chez nous, qui est notre 10e collaboratrice, ça fait ses 10 ans et qui est devenue partenaire de la société, de tout leur engagement et de leur confiance, parce que le résultat de ce que vous avez là n'est que le résultat de toute cette équipe qui travaille main dans la main chaque jour. Maintenant, j'ai trop parlé, je vais laisser la parole à Leila. Ah non, j'ai encore l'équipe à vous présenter. Oh, pardon, merci Leila. Vous voyez, vous comprenez comment on fonctionne, c'est ça chez nous. Alors, vous avez l'équipe de gestion ici. Avec Sabine Jamer Mabiar, on a la chance de travailler depuis 15 ans ensemble. Magnifique, là, on en a parlé. Elisa est notre responsable dans le domaine du private equity. Là, maintenant, c'est 9 ans de magnifique expérience. Et on vient de nous annoncer un exit futur des investissements de notre coopérative et une entrée en bourse. Donc, ça va faire 2 exits, une entrée en bourse sur 12 sociétés. On est très contents. Fulvio Macarone, qui nous a rejoint comme Private Equity Advisor, là aussi un magnifique travail. Damien en tant qu'Impact Investing Advisor, qui nous a apporté tout un développement dans l'économie circulaire. Julia Marshall, Sabine Buller et Marco Guignard, développeurs IT, qui nous permet d'avoir des logiciels maison et qui nous permet des analyses en profondeur et qui sont totalement maîtrisées. Voilà, Leila, maintenant je crois que je suis bon, c'est à toi la parole. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer la revue du fonds, j'aimerais d'abord commencer par faire une mise à jour sur les derniers changements réglementaires qui ont lieu sur le marché européen cette année. Donc, depuis le 10 mars de cette année, tous les fonds qui sont agréés à la distribution sur le territoire européen ont été obligés par le régulateur européen de se classifier par rapport à l'investissement durable. Aujourd'hui, tous les fonds sont classifiés en 3 catégories. On a les fonds non durables où le premier objectif, c'est le rendement financier et qui ne prennent pas en considération les caractéristiques durables au niveau des processus d'investissement. Il faut savoir que pour cette catégorie-là, appliquer uniquement une stratégie d'exclusion n'est plus suffisant pour être reconnu comme fonds durable. On a ensuite la catégorie de la classification pour tous les fonds durables. Donc, le premier objectif, ça reste le rendement financier, mais c'est des produits qui prennent en considération les caractéristiques environnementales et sociales au niveau des processus d'investissement. Et puis, on a la catégorie 3 où on retrouve essentiellement des fonds d'impact, où le rendement financier n'est plus le principal ou le premier objectif de ces investissements, mais plutôt un impact environnemental et social qui est mesurable. Donc, notre fonds Europe Dividende se classifie sous l'article 8 de la loi en deuxième catégorie, fonds durable. Donc, c'est un fonds qui a pour objectif un rendement financier positif tout en prenant en considération les caractéristiques environnementales et sociales. Donc aujourd'hui, on va faire une revue de l'univers et des processus d'investissement, de l'analyse extra-financière du portefeuille, la revue de tout ce qui est contrôle de risque, et puis on va faire aussi le point sur les caractéristiques du portefeuille, notre positionnement et les performances l'année passée et puis de cette année. Aujourd'hui, nous avons un univers d'investissement qui compte environ 1300 sociétés sur le marché européen, dans tous les secteurs économiques, et puis qui prend en considération toutes les tailles de capitalisation boursière. Cet univers, il est sélectionné selon une approche basée sur des normes, essentiellement 3 catégories de sociétés. On va retrouver toutes les sociétés européennes signataires du Global Compact des Nations Unies, donc c'est des sociétés qui se sont engagées à adopter une attitude socialement responsable, à intégrer, implémenter les principes qui sont en lien avec le respect des droits de l'homme, avec la lutte contre la corruption, tout ce qui est aussi normes internationales de travail et puis le respect de l'environnement. Et puis, en deuxième partie, on va trouver toutes les sociétés européennes de l'indice MSCI Europe qui sont classifiées en best in class en termes de rating ESG. On est plutôt sur des ratings triple B et plus. Et puis des sociétés qui font partie déjà d'indices durables. Donc au préalable, ils ont été présélectionnés comme étant respectant certaines normes par rapport à la durabilité. Donc le processus d'investissement, il intègre à la fois une approche quantitative, une approche qualitative dans l'évaluation des opportunités d'investissement. Nous sélectionnons uniquement les sociétés qui ont des bilans sains, qui sont des bénéfices stables à croissance sur le long terme, qui payent un dividende élevé et puis qui ont un endettement faible. Donc, de telles sociétés, elles sont
capable de continuer d'investir en temps de crise, et puis plus facile aussi de se refinancer quand on a un endettement faible par rapport à la concurrence, et puis par conséquent, elles ont plus de capacité de maintenir leur part de marché, voire même de l'améliorer par rapport à leurs concurrents. Et puis un point essentiel par rapport à la stratégie du dividende, quand on sélectionne un dividende, se concentrer uniquement sur un rendement élevé sur une année particulière n'est pas nécessairement un gage de succès. Donc, une société qui paye un dividende élevé sur une année, elle présente aussi une forte probabilité de coupure pour les prochaines années si la qualité financière n'est pas valide. On doit aussi également faire attention à des sociétés qui s'endettent pour pouvoir payer un dividende. C'est généralement un mauvais signal de la qualité financière d'une société. C'est pourquoi la qualité et la soutenabilité des dividendes restent un paramètre important. Il faut être sélectif et puis privilégier les entreprises qui possèdent des bilans sains et qui offrent une croissance stable et régulière des cash flows. Donc, une fois qu'on a fini cette étape donc de sélection des sociétés qui sont solides au niveau financier, on va passer à l'analyse durable. Et là, il s'agit d'analyser la stratégie, le positionnement de chaque société par rapport à sa stratégie durable, quels sont les objectifs qu'elle s'est fixés sur le futur, et puis quel est le degré d'implémentation et le degré d'avancement par rapport à ces objectifs. On va également faire une analyse sur l'impact SDGs, tout ce qui est objectif de développement durable de l'ONU. Et là, il s'agit d'identifier des objectifs qui sont en lien avec l'activité opérationnelle des sociétés. Parce que si on regarde les rapports intégrés annuels des sociétés, on se rend compte que chaque société, elle trouve toujours l'argument de dire qu'on a un impact sur la majorité des objectifs de développement durable. Ici, donc il s'agit d'identifier uniquement les plus grands impacts qui sont en lien avec l'activité opérationnelle. On va également exclure toutes les sociétés qui ont des pratiques médiocres en termes de durabilité. Et puis aussi, nous avons identifié certains facteurs qui peuvent avoir un impact matériel sur la valeur, la performance boursière d'une société, tout ce qui est respect des droits de l'homme, corruption, travail des enfants et impact majeur sur l'environnement. Ici, il s'agit plutôt d'une évaluation qualitative. Cela dépend en fait de type d'information qu'on reçoit, de la sévérité de la controverse et puis surtout comment la société elle va répondre à ces expositions, quelles réponses elles vont donner en termes réels. On exclut également toutes les sociétés qui ont des activités en lien avec tout ce qui est armement, tabac, alcool, jeux du hasard, énergie nucléaire et OGM, au-delà de 5% d'exposition de chiffre d'affaires. Une fois qu'on s'est assuré qu'on n'a pas d'exposition aux restrictions et aux controverses, on va commencer la dernière étape dans la construction du portefeuille. Une des mesures de risque qu'on applique à ce niveau, c'est qu'on fait très attention à la liquidité du portefeuille, du consolidé, du portefeuille en général. Donc, on va avoir une large cap, elle va avoir 4 fois plus de poids à l'investissement qu'une small cap, et une mid cap, elle va avoir 2 fois plus de poids qu'une small cap. Une small cap, elle peut aller jusqu'à 5 milliards de taille, une mid cap en général entre 5 et 10, et puis une large au-delà de 10 milliards. Donc, on est vraiment sur des niveaux très élevés de liquidité. Le portefeuille, en général, il va avoir environ 30 à 60 sociétés. Donc, une fois le portefeuille mis en place, il arrive tout le processus de suivi des sociétés. On a tout le suivi des flux d'informations, tout ce qui est signature des nouveaux contrats et puis l'évolution des carnets de commandes tout au long de l'année. On a également des plateformes spécialisées qui nous permettent le suivi des publications financières, ainsi que toutes les opérations de fusion, d'acquisition et spin-off d'activités. L'accès de la plateforme Pictet Connect nous permet un suivi au quotidien des performances, des contributions et opérations d'entreprise. Et bien sûr, on a tout le suivi de l'aspect ESG, des controverses. Et puis un dernier point, donc l'exercice de droit de vote se fait pour toutes les sociétés en portefeuille au niveau de l'équipe de gestion. Une société en portefeuille, elle sera vendue pour plusieurs raisons. Donc, soit qu'elle a développé une activité en lien avec les controverses et restrictions. Donc là, on va la vendre. S'il s'agit d'exclusion au-delà de 5% du chiffre d'affaires, elle sera vendue tout de suite. Et puis, si c'est une controverse, donc ce sera l'évaluation qualitative qui sera faite au cas par cas au comité d'investissement. Si la société elle ne passe plus les critères de solidité financière, et puis également si l'allocation
d'une entreprise dépasse les 7%. Selon le prospectus, on peut aller jusqu'à 10% d'exposition par société, mais pour garantir un minimum de diversification au niveau du portefeuille, on s'est fixé une limite interne à 7%. Et puis, le dernier point, s'il y a une meilleure opportunité d'investissement qui a été identifiée, on ne va pas hésiter à faire des arbitrages. Quelques exemples de sociétés en portefeuille. Donc, Con, c'est une société finlandaise qu'on a investie depuis le lancement en avril 2016, une société qui est spécialisée dans tout ce qui est ascenseur, escalier mécanique et porte automatique, et également tous les services en lien avec la maintenance et la modernisation. C'est une société qui affiche des bénéfices stables sur le long terme. Elle a subi un léger ralentissement depuis 2018 suite à la guerre commerciale États-Unis-Chine, mais elle bénéficie d'un fort potentiel qui vient, que ce soit de la demande de produits plus durables, plus éco-efficients, ou également croissance de la demande qui vient essentiellement des secteurs construction immobilière et puis des besoins d'infrastructure. C'est une société qui présente également l'avantage d'avoir une grande partie de ses cash flows qui sont stables et récurrents. On a 47% des revenus qui viennent des contrats de maintenance et de modernisation chaque année. En général, donc, une fois qu'elle a installé les ascenseurs, les escaliers mécaniques, elles vont signer des contrats de maintenance sur le long terme. Donc, c'est minimum 5 ans, ça peut aller jusqu'à 20 ans dans certains cas. Puis, on sait que chaque année, il y a 30% des revenus qui sont garantis. Au niveau de la diversification géographique, c'est aussi une société qui a une exposition assez internationale. Donc, le marché finlandais local, il représente uniquement 3% du chiffre d'affaires. On a 15% d'exposition qui vient des États-Unis, mais essentiellement, c'est 40% du chiffre d'affaires qui vient de l'Asie, dont 30% du marché chinois. Aujourd'hui, la société a 20% de part de marché sur la Chine, donc ce qui représente la plus forte croissance au niveau de la demande. C'est une société également qui a un endettement qui est très très faible, donc au niveau financier, elle est beaucoup plus solide que certains de ses concurrents. Pour l'analyse durable, aujourd'hui, on a tout ce qui est infrastructure et bâtiments, ça représente le plus grand consommateur en termes d'émissions CO2 et puis consommateur d'énergie. 36% des émissions globales viennent de ces deux secteurs. Et avec tous les objectifs de neutralité carbone, tous les besoins de rénovation et de modernisation qui restent assez énormes. Rien qu'en Europe, on a 75% du parc immobilier qui est inefficient sur le plan énergétique, et puis il faut même doubler le taux de rénovation actuel pour arriver à atteindre les objectifs. Donc la société, elle se positionne bien par rapport à ce thème. Il y a une autre tendance qui bénéficie aussi à Con, c'est l'expansion constante des zones urbaines, donc ça continue de stimuler la demande. Et puis, au niveau de ces solutions, donc, elles se concentrent beaucoup sur des produits qui sont beaucoup plus éco-efficients, avec un impact environnemental moindre, et puis également se concentrent énormément sur la sécurité, la modernisation et le digital, de plus en plus. Au niveau de l'impact SDGs, on est plutôt sur tout ce qui est industrie, innovation, infrastructure, ville et communauté durable, et puis consommation, production responsable et impact climatique. Une autre société en portefeuille, Kering, c'est une nouvelle société, on vient d'investir courant de ce trimestre, société française dans le domaine du luxe, tout ce qui est mode joaillerie, horlogerie, maroquinerie. C'est également une société qui a une forte croissance de ses bénéfices sur les dernières années. Elle est positionnée sur un thème qui est porteur sur le long terme, et notamment porté par la forte croissance de la demande qui vient des marchés émergents. Une société qui, pendant une année pandémique, a réussi d'augmenter ses free cash flow de 38%. Elle a subi quelques ralentissements sur les 2 premiers trimestres de l'année, mais par la suite, les choses se sont assez accélérées. C'est qu'en 2019, ils ont entamé un projet d'internaliser toutes les plateformes de e-commerce des marques au sein du groupe, ce qui a permis de bénéficier de l'accélération spectaculaire des ventes en ligne qui ont eu l'année passée. Ils ont eu 67% de hausse des ventes en ligne, qui représente aujourd'hui 13% des ventes du groupe. Mais la société, elle s'est également fixé un objectif d'atteindre 30% des ventes en ligne d'ici 2025.
L'année passée était également l'occasion de tester toute l'organisation logistique de la société, toutes les opérations de gestion de stock et les canaux de distribution. Au niveau géographique également, c'est assez diversifié, une forte exposition qui vient aussi de l'Asie en général avec 40% d'exposition. Au niveau de la durabilité, Kering a mis en place depuis 2017 une feuille de route afin d'imaginer un luxe plus durable, une feuille de route qui a pour échéance en 2025. Elle s'est surtout concentrée sur le sourcing des matières premières durables et puis la préservation de la biodiversité et aussi tout ce qui est respect des standards en matière de santé et de sécurité. Au niveau des designs de produits également, et se focalise plutôt sur des produits de plus en plus durables avec un impact environnemental et social moindre. Ils se sont engagés à réduire leur impact environnemental de 40% d'ici 2025. Ils le font sur toute la chaîne d'approvisionnement, donc sur les scopes de 1 à 3. Ils ont mis en place des programmes de compensation carbone pour la préservation des forêts, mais aussi pour le soutien des populations locales, essentiellement là où toute la chaîne d'approvisionnement est implémentée. Une dernière société, SAP, c'est une société qu'on a investie au lancement du fonds. On l'a vendue en 2018, elle ne passait plus les critères financiers. On vient de la réintroduire en portefeuille, donc c'est le leader mondial du développement au niveau des logiciels. Aujourd'hui, la vente des logiciels représente 80% des revenus. Le reste, c'est bien tout ce qui est conseil et formation. On a le revenu du cloud reste le principal moteur de croissance pour la société avec une croissance de 18% l'année passée. Ça continue d'être aussi le cas aujourd'hui avec 13% de croissance uniquement sur le premier trimestre. C'est une société qui a réussi à doubler ses cash flows d'exploitation en 2020. Au niveau géographique également, une très bonne diversification. Le marché local allemand représente uniquement 14% des chiffres d'affaires. Le reste, donc on a 30% d'exposition, tout ce qui est Europe, Moyen-Orient, Afrique, 30% US et le reste en Asie. C'est une société qui investit énormément en recherche et développement puisqu'ils sont positionnés sur un secteur qui est assez, qui bouge beaucoup en termes d'innovation. Ils ont des besoins des demandes qui évoluent de la part de leurs consommateurs. Donc, ils doivent toujours mettre des produits encore plus performants et plus innovants sur le marché. Rien qu'en 2020, ils ont augmenté leur offre de 27%, donc ce qui reste assez énorme. Et puis, par rapport à la durabilité, donc, ils se positionnent essentiellement sur deux leviers. Au niveau des produits, ils essayent de mettre en place des produits qui sont plus durables et qui répondent aux défis et aux opportunités des clients. Et puis, au niveau de la chaîne de valeur aussi, et au sein de l'entreprise, ils essayent de promouvoir des opérations et des pratiques plus durables. Ils se focalisent énormément sur l'impact environnemental et social. Ils travaillent en collaboration proche avec les fournisseurs. Ils se sont fixés 3 thèmes où l'impact peut être assez important, tout ce qui est réduction d'utilisation de plastique, également réduction des émissions CO2 et aussi limiter l'utilisation des emballages. On va faire une revue sur la synthèse extra-financière du fonds. Donc, en général, quand on regarde l'analyse extra-financière, on va se concentrer au niveau des sociétés, tout ce qui est comportement vis-à-vis de l'environnement, le respect des valeurs sociales, l'engagement sociétal et la gouvernance d'entreprise. On va faire une revue de l'impact sur les objectifs de développement durable, l'analyse des ratings ESG, l'impact carbone et puis un suivi pour les restrictions. Donc aujourd'hui, vous avez ici l'allocation du fonds en termes d'impact sur les objectifs de développement durable. On a essentiellement 4 objectifs qui sont donc le SDG 3, tout ce qui est santé et bien-être, le 8, travail décent et croissance économique, le 12, tout ce qui est consommation et production durable, et le 13, impact climat qui représente la moitié de l'impact au niveau des objectifs de développement durable. Donc, pour rappel, ce qu'on regarde ici, c'est vraiment les objectifs qui sont
qui vont être impactés par l'activité opérationnelle des sociétés. Donc, c'est une analyse qui est faite par l'équipe de gestion et qui identifie les plus grands impacts. Ici, vous avez les ratings environnement, social et gouvernance et les ratings de controverse. Et puis tout en bas à droite, vous avez les bar charts avec le rating consolidé. Enfin, toutes les sociétés ont portefeuille des ratings ESG consolidés. Donc, on est plutôt sur du best in class. Il faut juste noter qu'en général, on est sur des ratings supérieurs à la moyenne. En général, les sociétés qui sont moins que la moyenne, c'est souvent des small caps qui ne sont pas les moyens ou le temps nécessaire, les équipes nécessaires pour mettre à disposition l'information. Elles se retrouvent toujours pénalisées par ce manque de disponibilité publique de l'information, parce que les sociétés d'extra-financières, quand ils font un rating, ils vont rarement prendre contact avec les sociétés pour vérifier si la société, elle remplit telle ou telle case pour les ratings. Ils vont uniquement se focaliser sur tout ce qui est disponible sur le site internet de la société et puis les informations publiques. Et donc, cela peut pénaliser les ratings des sociétés. Mais si on regarde les tendances sur les dernières années, on est plutôt sur une tendance positive et les sociétés essayent de faire plus d'efforts pour la transparence des données extra-financières. Ici, vous avez l'exposition du fonds en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on a une société en portefeuille, Endesa, la société espagnole dans le secteur du utilities, qui représente environ 50% des émissions globales du portefeuille. On est plutôt dans tout ce qui est production et distribution d'électricité qui reste lourd en termes d'émissions. Mais si on regarde de plus près, c'est une société qui investit à peu près 80% de ses budgets en recherche et développement dans les mesures climatiques. Ils ont fixé, donc, comme tout le monde, l'objectif de neutralité pour 2050, mais ils ont donc, déjà entamé les projets de réduction et puis ils ont un objectif intermédiaire de 80% de baisse des émissions d'ici 2030. Ils ont aussi une forte croissance de la capacité d'énergie renouvelable, 50% de hausse sur l'année passée. Donc, même si en termes absolus, ça reste important en termes d'émissions, on voit qu'en termes d'impact, in fine, ça va avoir un impact non négligeable sur les émissions en termes absolus pour le portefeuille. Ici, vous avez donc l'allocation du portefeuille à gauche en termes d'allocation sectorielle et puis à droite, donc c'est la traduction de cette allocation sectorielle en termes de contribution à émissions CO2 et puis bon, clairement là c'est le secteur utilities avec Endesa qui fait à peu près 46% de l'exposition, mais on a aussi, on regarde des secteurs comme l'énergie et les matériaux. Quand on les traduit en termes d'émissions, on est plutôt sur des secteurs lourds, donc l'exposition elle est beaucoup plus importante. La même chose au niveau régional, donc c'est l'Espagne toujours avec la plus grande exposition. Et puis pour les suivis des restrictions controverses, donc on fait ça, enfin c'est un travail qui se fait au quotidien, toutes les nouvelles qu'on reçoit des sociétés, vérifier qu'il n'y a pas toute l'exposition sur les restrictions et les controverses. On exclut également les sociétés qui ont des ratings médiocres, tout ce qui est D et moins. Donc, c'est en général des sociétés qui n'ont aucune information, aucune volonté d'implémenter le durable. Donc, elles sont exclues à ce niveau-là. Ici, vous avez les statistiques de l'exercice des droits de vote pour 2020, le nombre de votes avec une nombre d'acceptation de refus. C'est fait par l'équipe de gestion directement. Un point sur le contrôle de risque. Donc, on a plusieurs niveaux et des fréquences variables à ce niveau-là. Donc, des contrôles journaliers qui se font par l'équipe de gestion. On a aussi des contrôles hebdomadaires de consolidé de portefeuille qui se fait par le risk management. On a des séances hebdomadaires avec l'équipe de gestion qui permet un peu la revue des performances des fonds, la performance des sous-jacents et puis la revue aussi des nouvelles importantes, que ce soit au niveau financier ou durable. Et puis ici, il s'agit de prendre une décision par rapport à certains suivis à mettre en place. On a également des contrôles mensuels qui sont faits par l'équipe de gestion, par le risk management.
un rapport mensuel qui est aussi fourni par Pictet essentiellement pour vérifier que le fonds il respecte les guidelines d'investissement en termes qui sont les guidelines d'investissement des prospectus et des documents légaux. Et puis, on a aussi tout ce qui est due diligence et audit au niveau annuel. Ici, vous avez le positionnement du fonds au niveau sectoriel, géographique et par taille de capitalisation boursière. Donc ça, c'est vraiment le résultat du processus d'investissement. Nous, on ne prend pas de vue macroéconomique sur certains secteurs qu'on souhaite surpondérer ou sous-pondérer ou des régions. Donc, la seule limite qu'on se fixe, c'est au niveau des surpondérations sectorielles afin de garantir un minimum de diversification au niveau du portefeuille. On peut également décider au niveau géographique aussi de mettre certaines limites en cas de situation spéciale. On l'a fait en 2015 avec le Brexit, où là, on a décidé que l'allocation à la Grande-Bretagne, elle sera neutre ou sous-pondérée, et qu'on n'ira jamais surpondérer la région dans un environnement qui était complètement incertain. Ici, vous avez l'allocation du fonds par rapport à l'indice classique MSCI Europe. Donc, on est surpondéré sur tout ce qui est consommation, industrie. On est surpondéré sur tout ce qui est santé, IT. Et puis, on n'est pas présent dans le secteur de la finance et de l'immobilier. Essentiellement, c'est souvent des sociétés qui ne passent pas les critères de solidité financière, ce besoin d'avoir des bénéfices à la croissance sur le long terme et également le dividende de qualité qui ne sont pas vérifiés à ce niveau-là. Au niveau des performances, vous avez ici les performances calendaires depuis le lancement du fonds. On a essentiellement réussi à surperformer l'indice MSCI Europe pour la plupart des années. L'année passée, c'était une année excellente pour le fonds. Il y a plusieurs thèmes qui ont bien fonctionné, tout ce qui est consommation de base et produits d'hygiène. On a également tout ce qui est sociétés ayant des revenus qui viennent du digital ou des revenus récurrents, comme Con qu'on avait déjà exposé. On a aussi la société néerlandaise Wolters Kluwer qui est spécialisée dans l'édition professionnelle, qui a 80% de revenus qui sont stables et récurrents chaque année. On a également tout ce qui est logistique, est un thème qui a bien fonctionné. Deutsche Post, une société en portefeuille qui a profité du boom de l'e-commerce avec des free cash flow qui ont augmenté de plus de 200% sur l'année. Une des meilleures contributions au portefeuille, à la performance globale aussi. Depuis le début de l'année, on est en léger retard par rapport à l'indice MSCI Europe. C'est vrai que notre fonds il est plutôt orienté qualité et croissance, et puis la rotation du facteur value, elle a impacté le fonds en début d'année. Donc, c'est en train ça semble progressivement s'essouffler. Et puis, nous, on reste des investisseurs sur le long terme, orientés vraiment sur la qualité et la situation financière confortable des sociétés. On est également positionné sur plusieurs thèmes porteurs sur le long terme, tout ce qui est e-commerce, logistique, digital, produits durables, éco-efficients, et puis beaucoup de sociétés qui ont ce confort d'avoir les revenus qui sont récurrents et stables. Vous avez ici le positionnement du fonds par rapport aux principaux concurrents sur le marché. Donc, la ligne rouge représente l'indice MSCI Europe. Le fonds, il est tout en haut, la ligne en noir. Et puis, aussi le positionnement par rapport aux univers globaux. Donc, le fonds, il a le maximum de meilleur rating en termes de performance sur Morningstar, également le meilleur rating en termes de durabilité. On a les 5 globes. Si on regarde également les classifications d'hyper, on a la meilleure performance sur 3 ans et depuis le lancement, mais également le meilleur rating par rapport à la consistance de cette performance. Donc, ici, vous avez les caractéristiques du fonds. Donc, le fonds qui a été lancé en avril 2016, liquidité quotidienne. Et puis, en termes de capitalisation boursière, on est plutôt sur des forts niveaux de liquidité, 1200 milliards de market cap. Si on regarde la moyenne de market cap du portefeuille, on est sur la moyenne pondérée à plus de 50 milliards. Donc, on est vraiment sur un niveau très liquide. Donc, je vais
arrêtez le partage et puis si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre sur la partie questions-réponses. Alors Leïla, on va voir si on peut se parler. Alors Leïla, si on peut juste, je vois là. Il y a deux questions intéressantes. La première, je te l'adresse directement. La deuxième, interpellante, mais intéressante. La première, beaucoup de sociétés, l'année passée, ont coupé leurs dividendes. Comment que vous avez géré cela? Tiens, bonne question. Merci. C'est vrai que l'année passée, il y a beaucoup de sociétés qui ont dû couper le dividende, que ce soit par choix pour garder le cash en réserve en cas de besoin, parce qu'on était vraiment dans une situation assez incertaine, ou par contrainte qui est venue au niveau politique pour que les sociétés en fait, coupent les dividendes pour l'année 2020. Si on regarde au niveau global, on a quand même une très grande disparité sur les régions. Donc, en global, on a à peu près uniquement que 17% de baisse des versements par rapport à l'année 2019. Si on regarde après au niveau régional, par exemple, en Europe, on a 45% de baisse. Et sur les 45%, il y a 50% qui sont venus du secteur bancaire. Essentiellement, depuis que la Banque centrale européenne a exigé que les banques suspendent les versements et que les programmes de rachat, c'était un peu pour pousser les banques de préserver les capacités déjà d'absorber les pertes. Et puis, s'il y a besoin de refinancer les économies, elles auront beaucoup plus de moyens. Si on regarde aussi d'autres marchés, l'Espagne, ils ont dû couper de 70% les versements. En Allemagne, ça a baissé uniquement de 19%. En Suisse, ça n'a pas baissé du tout. On est plutôt stable et croissant. Donc, plutôt la qualité des sociétés suisses a permis de garder les niveaux de versement. Au niveau des États-Unis, il y avait une petite spécificité, c'est qu'aux États-Unis, les versements ils se font en deux tranches. Une qui se fait en premier trimestre de l'année et puis une deuxième tranche qui arrive à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre. Donc, quand la pandémie est arrivée aux États-Unis, on avait déjà versé la première tranche et puis les coupures, ils sont arrivés plutôt sur les deuxièmes tranches. À peu près, il y a eu en général 40 milliards de moins de versements sur l'année qui n'étaient pas assez énormes. Si on regarde cette année, finalement, les sociétés, l'impact n'était pas autant catastrophique qu'on attendait. Donc, par rapport à l'année 2019, on a des versements qui sont en hausse de 12% en général au niveau mondial. Donc, les sociétés, elles sont revenues sur les niveaux de 2019, au mieux. Et puis, les sociétés en portefeuille, on a eu tout. On a eu des sociétés qui ont été à un confort financier assez incroyable. Ils ont quand même décidé d'augmenter le dividende en 2020. Certaines, ils ont annoncé une hausse de dividende. Ils se sont dit, bon, on ne va pas payer la hausse, mais on va payer le même dividende qu'en 2019. Et puis certaines qui se sont dit, bon, on est plutôt sur des secteurs à risque, ils ont subi pas mal de ralentissements suite à toutes les mesures de confinement, et ils se sont dit, bon, on se cache, on va couper le dividende. Et puis là, tous les actionnaires, ils ont accepté sans problème la proposition de couper le dividende pour les années. Voilà, c'est quand même la solidité de la société qui est en question. Et puis, donc, nous, on n'a pas vendu des sociétés parce qu'ils ont coupé les dividendes, parce qu'on sait très bien que c'était une mesure exceptionnelle. Tant que la qualité, la solidité financière est toujours là, c'est des sociétés qu'on a gardées en portefeuille. Super. Alors, il y a une deuxième question, je l'aime bien, mais quand on sait que le carbone est un gros problème, pourquoi garder Endesa SA qui fait 46% du portefeuille d'émissions carbone? Est-ce que ce n'est pas irresponsable? 46%, si Endesa réussit à baisser de 100% ses émissions, ça fait énormément d'impact. C'est là qu'on va avoir un impact qui est assez important au niveau du portefeuille. Donc, ayant des sociétés qui polluent le plus et qui mettent des mesures durables, c'est là qu'on va voir une avancée plus importante que si on investit dans des sociétés qui ne mettent rien. On sait qu'au niveau des émissions, on ne va pas avancer trop lourd. J'ai beaucoup cette question parce qu'elle est symptomatique
soit on veut être un fonds complètement CO2 compatible et on va dire on sort NDESA, mais si on nous coupait le courant, on ne pourrait pas voir. Ouais. Merci Léla. Si on nous coupait le courant aujourd'hui, hein, c'est quand même le métier d'NDESA, notre webinaire ne pourrait pas avoir lieu. Et c'est là le point important un peu de tout ce qu'on a voulu vous mettre. Je n'ai pas d'autres questions qui arrivent spécifiques, non. Enfin, 3 se rejoignaient, mais voilà. C'est bien ça la problématique, c'est qu'on a un statut d'un développement économique qui arrive à un stade, on doit investir pour le changement. NDESA le montre, ils ont des objectifs énormes, mais tu l'as très bien dit, c'est que s'ils coupent déjà de 50-60% leurs émissions de CO2, ça a un impact énorme sur le portefeuille. Et c'est là que dans les assemblées générales, il est important qu'on puisse être aussi actif et participer lorsque cela se peut pour accompagner aussi le changement de nos industries. Voilà, Léla, je te remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, on aura tenu le délai et on espère que vous serez convaincus, que vous êtes convaincus, que vous serez convaincus. C'est un très beau portefeuille, on l'a dit. Le fonds a une bonne taille aujourd'hui. Nous sommes sur un marché 1300 milliards, donc dans une liquidité totale. Et un petit mot pour… Non. Très bien. Merci à vous. Une très bonne journée. Ah, il est là. Merci à vous. Belle journée. Au revoir. Merci. Au revoir.